Dans le nord du Burkina Faso, un paradoxe numérique brise soudain l'ancien silence meurtri. Alors que des villages entiers avaient été vidés par la peur et l'exode, les pompes à eau recommencent à vibrer. Et les marchés jadis étouffés bruissent de voix retrouvées. Une transformation que même les observateurs sceptiques n'avaient pas anticipée. Que signifie vraiment ce renversement pour celles et ceux qui voient Ibrahim Traoré incarner cette rupture fragile? Peut-être une aube inattendue. Le récit qui s'ouvre ici ne promet ni miracle ni fable politique, mais une compréhension méthodique d'un territoire longtemps blessé et d'un peuple qui réapprend à tenir debout. Au cœur de cette exploration, l'enjeu principal est clair: permettre au lecteur de saisir, en 10 à 12 mots, pourquoi chaque avancée locale modifie l'équilibre national. Derrière chaque puits réfré, chaque marché rouvert et chaque champ reverdi, il existe une logique de reconstruction qui dépasse les discours et repose sur des systèmes ancrés dans le quotidien. Et c'est précisément cette cohérence souvent invisibilisée que ce chapitre s'engage à dévoiler en replaçant les faits dans un ordre lisible, en reliant les actions du terrain aux changements ressentis par les familles déplacées ou revenues. Mais une question demeure, subtile et insistante, comme une fissure entre deux certitudes. Comment un pays qui fut fracturé à ce point a-t-il pu enclencher un tel redressement dans un laps de temps aussi court? C'est là le fil directeur que nous allons suivre pas à pas. Deux réalités, longtemps opposées, se rencontrent aujourd'hui dans le nord du Burkina Faso. Plus d'1 million de personnes déplacées commencent à rentrer, tandis que près de 28 bataillons d'intervention rapide ont sécurisé les principaux corridors. Ce double mouvement, confirmé par les autorités locales, marque un basculement que peu d'analystes prévoyaient dans un pays où plus de 2 millions de civils avaient fui les violences. Dans ce décor encore fragilisé, un élément mérite attention: la reconstitution progressive du contrôle humain du terrain, concept forgé sur les opérations menées entre 2022 et 2025. Au lieu de s'appuyer uniquement sur la pression militaire, la stratégie associe la reprise sécuritaire à la présence prolongée de nouvelles unités de police mobile, chargées de restaurer la confiance avec les villages qui ont survécu aux incursions djihadistes. Ce choix, moins spectaculaire que les opérations offensives, mais plus structurant, configure un territoire où la normalité reprend forme par touches successives. C'est ici qu'intervient la figure d'Ibrahim Traoré, non comme symbole héroïque, mais comme point d'ancrage d'un cadre stratégique reposant sur une idée récurrente dans ses discours: la paix n'existe que si elle devient une pratique quotidienne. L'approche, qualifiée de frappe puis retenue, consiste à dégager rapidement une zone, puis à laisser des équipes civiles et sécuritaires y demeurer pour stabiliser écoles, points d'eau et marchés. Dans les localités de Barcelogo, Gabou ou Boulaye Doumourhoun, cette mécanique a déjà modifié les habitudes: retour des élèves, réouverture de petits commerces, présence de patrouilles régulières qui neutralisent la peur sans nécessité d'opérations permanentes. En filigrane, une autre dynamique émerge. La reconstruction sociale suit la chronologie inverse du conflit. Là où les milices avaient vidé les terres et les familles reviennent les premières. Là où la méfiance dominait, les échanges réapparaissent. Et là où les cartes avaient été redessinées par la peur, les chemins reprennent sens. Mini-révélation peut-être discrète mais essentielle: la restauration avance. Dans les zones où la sécurité revient ensuite de longues années d'abandon, les premiers visages de la reprise ne sont pas ceux des responsables politiques, mais ceux des habitants qui recomposent leur routine.
Une femme âgée à Boulé Dumuhun raconte comment elle a pu rouvrir un petit étal de mil après le retour des patrouilles mixtes. Ce geste simple, dit-elle, a brisé le fil continu de la peur. Le professeur d'un village voisin explique que les enfants, autrefois dispersés à des dizaines de kilomètres, réapparaissent chaque matin dès qu'un poste de police mobile s'installe de façon durable. Ces récits, loin d'être anecdotiques, structurent la transition. Le soldat qui escorte les premières familles n'impose pas un ordre nouveau. Il annonce que l'ancien chaos n'est plus la règle. Le policier qui reste après l'opération militaire devient la figure rassurante d'une présence stable, celle qui arbitrera un conflit mineur avant qu'il n'éclate, ou qui indiquera aux cultivateurs si la route est sûre pour rejoindre leur champ. En arrière-plan, une même logique s'installe. La reconstruction matérielle n'a de sens que si elle est accompagnée d'une reconstruction relationnelle. Les marchés rouverts n'attire pas seulement les acheteurs. Il signale que la confiance circule de nouveau. Les puits réparés ne fournissent pas seulement de l'eau. Ils indiquent que personne n'est livré à lui-même. À travers ces trajectoires de terrain, un constat s'impose, encore discret mais solide. La stabilité commence par des gestes tenus. Et c'est là que tout impacte vraiment. Le déclenchement commence en 2022. Lorsque l'effondrement sécuritaire atteint un niveau où des provinces entières basculent sous le contrôle de groupes affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation se réclamant de l'État islamique. Les routes deviennent impraticables, les marchés se vident, les écoles ferment, parfois en une seule matinée, sans même un avertissement clair. Devant cette spirale, Ibrahim Traoré affirme que la survie nationale ne peut plus dépendre du rythme lent des organisations extérieures. Il insiste sur un principe direct. Aucune graine ne poussera si la route est tenue par des tueurs. Aucun enfant ne restera dans un village où l'aube se confond avec une menace. Ce signal marque le passage à une stratégie structurée en séquences rapides, conçue pour transformer un territoire fragmenté en terrain récupérable. Une première vague d'opérations se déploie sous forme de bataillons d'intervention rapide. 28 unités sont successivement engagées dans le nord et le centre, chacune chargée de reconquérir des zones bloc par bloc. Elles ne viennent pas conquérir, mais débloquer. Une fois un couloir sécurisé, des familles rapatriées peuvent tenter un retour. Les postes tenus par des milices sont remplacés par des patrouilles qui organisent des itinéraires sûrs pour les femmes allant chercher de l'eau ou pour les cultivateurs rejoignant les champs. À mesure que la présence militaire stabilise l'espace, la deuxième vague commence. La police mobile et les unités civiles s'installent. Elles ne repartent pas. Leur mandat n'est pas offensif, il est relationnel. Elles arbitrent des litiges, reconstruisent des liens sociaux émiettés et surveillent les zones traumatisées par des années de violence. Le point culminant apparaît lorsque ce tandem frappé puis resté se consolide en mécanisme reproductible. Dans des localités comme Barcelogo, Gabou ou Boulé Dumuhun, les signes se multiplient. Un enseignant rouvre sa classe à l'ombre d'un manguier. Un mécanicien répare sa première moto en 3 ans. Des enfants quittent le foyer avec un cahier plutôt qu'un jerrycan. Ces scènes, éparses au début, forment une ligne ascendante qui se renforce à chaque retour de familles déplacées. Les marchés reprennent, les puits se remplissent. Le quotidien cesse d'être une succession d'urgences. Les journalistes occidentaux, souvent focalisés sur l'image d'hommes entreillis, peinent à intégrer cette dimension humaine. Pourtant, la population formule ses priorités sans ambiguïté. Mieux vaut voir un soldat au carrefour qu'un tireur dans le champ, dit un habitant de Tamasgo. Cette phrase condense l'essentiel du moment. La rémanence suit. Elle s'installe lentement mais solidement.
Lorsque plus d'un million de déplacés choisissent de revenir, ce n'est pas par optimisme naïf. C'est parce qu'une discipline discrète commence à remplacer le chaos. La présence de sécurité devient une routine. Les marchés acquièrent de nouveau un rythme prévisible. Les villages cessent d'être des haltes provisoires pour redevenir des lieux habitables. Dans cette continuité, l'action d'Ibrahim Traoré prend une forme particulière, non un geste spectaculaire, mais une accumulation de mécanismes qui produisent une stabilité tenable. Les frontières restent instables, les menaces persistent, mais le terrain social se recompose. Et la dynamique montre que la victoire ne réside pas dans un moment unique, mais dans la capacité à convertir chaque reprise locale en ancrage durable. Ainsi, la séquence complète, déclenchement, point culminant, rémanence, dessine la trajectoire d'un pays qui tente de respirer de nouveau. Et la question reste, jusqu'où cette reconstruction peut-elle tenir dans le temps? Le point de départ est clair. Plus de 2 millions de personnes avaient fui, un chiffre devenu l'emblème d'un pays où la peur avait réécrit la carte humaine du Burkina Faso. Ce volume massif de déplacés exprimait l'effondrement des infrastructures sociales, et chaque retour observé plus tard signifiait un rééquilibrage fragile mais, mais mesurable. La variation constatée dans les années suivantes révèle une dynamique bien plus profonde que de simples mouvements de population, car elle indique un changement dans la perception du risque au quotidien. La baisse progressive du nombre de zones totalement abandonnées confirme ce glissement, même si l'ensemble reste vulnérable. Un autre repère chiffré structure l'analyse. 28 bataillons d'intervention rapide avaient été déployés en 2025, un volume inédit dans l'histoire récente du pays. Ces unités, organisées pour libérer des corridors et rouvrir des routes auparavant impraticables, servent de colonne vertébrale à la stratégie sécuritaire. Leur présence montre comment une force initialement pensée pour des actions ponctuelles peut devenir un outil de stabilisation graduelle. Cette transformation s'explique par la dualité même du dispositif, construit pour frapper vite puis soutenir un ancrage civil prolongé. L'effet obtenu repose sur la continuité plus que sur la puissance brute. Le dernier indicateur, et peut-être le plus symbolique, concerne le retour de plus d'un million de déplacés, un seuil qui témoigne d'un phénomène sociopolitique décisif. Le mouvement inversé, autrefois impensable, illustre une confiance regagnée dans la capacité du territoire à offrir un minimum de prévisibilité. La valeur de cette donnée réside dans le geste individuel. Chaque famille qui revient effectue un calcul silencieux en estimant que le quotidien est redevenu vivable. Ce choix indique que les systèmes locaux fonctionnent mieux qu'au moment de l'exode initial. Autour de ces trois repères, l'action d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans une architecture plus large qui relie sécurité, services essentiels et continuité institutionnelle. Le principe reste identique. Une donnée brute n'a de sens que si elle s'insère dans une trajectoire lisible. Les bataillons assurent la première impulsion. Les unités civiles, en demeurant dans les localités, consolident les gains, les retours de population convertissent ces efforts en indicateurs sociaux durables. L'ensemble produit une matrice dans laquelle les chiffres ne sont pas des ornements, mais des preuves que la mécanique institutionnelle fonctionne selon une logique cumulative. Dans plusieurs zones comme Barcelogo, Gabou ou Boulay Dumuchun, les observations montrent que les marchés reprennent un rythme cohérent. Les puits empoisonnés autrefois fonctionnent de nouveau, rendant possible un cycle économique minimal. Chaque étape franchie renforce la validité des repères chiffrés. Moins de zones désertées, davantage de corridors sûrs, plus de familles revenues. Ce faisceau cohérent illustre que la variation n'est pas accidentelle mais issue d'un enchaînement méthodique.
Ainsi, les données disponibles ne décrivent pas seulement un progrès, elles dessinent une mécanique où les indicateurs s'éclairent mutuellement. Et c'est cette cohérence qui soutient la reprise. Deux lectures du moment burkinabé coexistent aujourd'hui, chacune portée par des cadres d'analyse profondément différents. La première, largement relayée à l'étranger, avance que l'ensemble de la trajectoire récente ne serait que militarisation progressive. Les observateurs qui défendent cette thèse soulignent la multiplication des unités armées sur le territoire, les élections repoussées et le poids croissant de l'appareil sécuritaire dans la vie quotidienne. À leurs yeux, la présence visible des uniformes suffit à indiquer une dérive qui masquerait mal une centralisation autoritaire. Ils ajoutent que dans les pays du Sahel, des offensives rapides ont souvent précédé des reconfigurations politiques restrictives et que l'histoire régionale oblige à une prudence systématique. La seconde lecture, plus ancrée dans le terrain, s'appuie sur les transformations observées dans les villages libérés. Elle met en avant la manière dont les habitants décrivent leur propre quotidien, des enfants qui retournent à l'école, des marchés qui rouvrent après des années de silence, des points d'eau qui coulent sans escorte armée, les familles qui se réinstallent n'évoquent pas une domination militaire, mais la possibilité nouvelle d'exister sans fuir. Les habitants expliquent que voir une patrouille régulière n'est pas ressenti comme une contrainte, mais comme un filet de sécurité essentiel après des années où le danger était constant. Pour eux, la militarisation ne se mesure pas au nombre d'unités en poste, mais au comportement qu'elles rendent possible. Entre ces deux thèses, la réponse la plus solide vient des récits eux-mêmes. Les journalistes occidentaux, souvent concentrés sur les uniformes, reconnaissent rarement l'importance des communautés qui se reconstruisent. Pourtant, ce sont ces communautés qui décrivent le changement. Un soldat à un carrefour vaut mieux qu'un tireur dans un champ, disent-elles, rappelant que la liberté la plus élémentaire commence par la survie. Ainsi, la meilleure synthèse repose sur un fait constant dans toutes les zones qui se redressent. Lorsque la vie ordinaire reprend, ce n'est pas une preuve de contrôle autoritaire, mais l'indicateur que le chaos régresse. Et c'est là que les deux visions se séparent réellement. Le milieu bascule silencieusement. Ce basculement apparaît d'abord dans les villages où les retours deviennent suffisamment nombreux pour modifier le rythme des journées. Là où les femmes marchaient en groupe compact, la crainte au ventre, elles se déplacent désormais seules vers les puits réparés. Les enseignants, autrefois réduits à une présence intermittente, reprennent des horaires réguliers. Ils expliquent que l'arrivée des unités civiles après les opérations militaires a fait renaître une forme de confiance que personne n'attendait aussitôt. Dans ce panorama resserré, l'action d'Ibrahim Traoré prend d'une tonalité différente. Elle n'est plus seulement associée au bataillon rapide ni à la reprise des corridors, mais à la façon dont les communautés elles-mêmes transforment la stabilisation en habitude durable. Un marché qui rouvre n'est pas seulement un signe économique, c'est une décision collective de recommencer à vivre là où la peur imposait le silence. À Gabou, à Barcelogo ou dans les zones du centre, la transition acquiert une cohérence nouvelle. Ce ne sont pas les chiffres qui surprennent, mais la manière dont ces lieux, longtemps fracturés, recommencent à respirer. Et cette respiration change tout. Les effets de la stabilisation récente s'observent d'abord au niveau national, où la trajectoire du pays se redessine plus vite que prévu. La réouverture progressive des routes principales change la circulation des biens essentiels et réduit l'isolement de nombreuses communes autrefois coupées du reste du territoire. Les retours massifs, portés par plus d'1 million de déplacés, modifient la structure démographique et replacent des milliers de familles dans leur village d'origine. Cette dynamique renforce un sentiment collectif que les institutions n'avaient plus inspiré depuis longtemps, celui d'un État présent,
même dans les zones où les autorités avaient disparu pendant des années. Sur le plan économique, les conséquences suivent une logique simple. Là où les marchés rouvrent, l'activité recommence. Dans les localités de Barcelogo, Gabou ou Boulet du Mouroun, les étals de mil, d'igname et de haricots attirent de nouveau des acheteurs réguliers, permettant aux familles de retrouver un flux de revenus minimal. Les réparateurs de motos, les cultivateurs et les artisans reprennent leur place, souvent après plusieurs années d'interruption forcée. Cette reprise n'a rien d'abstrait. Elle redonne un souffle aux petits circuits commerciaux, offre un début de prévisibilité et rétablit des liens qui avaient été brisés par la violence. Dans la vie quotidienne, les transformations sont encore plus perceptibles. Les puits anciennement empoisonnés coulent à nouveau, permettant aux femmes de marcher sans escorte armée pour récupérer de l'eau. Les enfants retournent à l'école, parfois dans des bâtiments réparés à la hâte, mais dont l'existence même marque un changement radical par rapport aux années où les classes étaient désertes. Les familles expliquent que la peur ne disparaît pas totalement, mais qu'elle n'a plus le contrôle absolu qu'elle exerçait auparavant. Elles soulignent qu'une patrouille fixe ne symbolise pas la contrainte, mais la possibilité de dormir une nuit entière sans craindre une attaque. À l'échelle régionale, l'évolution burkinabé produit un contraste notable avec certaines zones voisines encore secouées par l'instabilité. Les frontières avec le Mali et le Niger restent vulnérables, mais la progression interne du Burkina Faso crée un espace tampon où les communautés reprennent pied. Les observateurs internationaux, souvent centrés sur les dynamiques géopolitiques, notent difficilement cette dimension, pourtant essentielle pour comprendre l'équilibre du Sahel. Les villages qui se relèvent deviennent autant de points fixes qui limitent l'expansion des groupes armés. Au centre de cette reconfiguration, l'action d'Ibrahim Traoré se manifeste non par des slogans, mais par les mécanismes qui transforment les zones reprises en espaces vivables. La stratégie articulée autour du duo frapper puis rester crée des couches successives de stabilité, rendant possible la consolidation des écoles, des marchés et des puits. Ce modèle, encore fragile, révèle une vérité que les habitants expriment avec une clarté constante. La paix ne se mesure pas au discours, mais à la possibilité de recommencer la journée sans fuir. Et cette possibilité change la nature du présent. Le premier scénario, le plus réaliste, repose sur la continuité des mécanismes déjà en place. Les bataillons rapides maintiennent leurs couloirs sécurisés, tandis que les unités civiles approfondissent leur présence dans les villages repris. Les marchés locaux conservent leur rythme et les retours progressifs de familles déplacées créent un tissu social capable d'amortir les secousses ponctuelles. L'enjeu majeur de ce scénario reste la gestion des zones frontalières encore instables où la pression des groupes armés peut entraîner des variations brusques. Toutefois, dans cette perspective, les communautés déjà réinstallées, brassées, jouent un rôle de stabilisateur naturel grâce à la régularité retrouvée de leurs activités quotidiennes. Le deuxième scénario, plus optimiste, envisage une accélération modérée de la reprise. Les infrastructures essentielles, notamment les puits et les axes de circulation, continuent d'être restaurées, renforçant la confiance collective. Les coopératives rurales, déjà perceptibles dans certaines régions, se structurent davantage et deviennent des relais de gouvernance locale. Ce renforcement social permettrait aux écoles de fonctionner de façon plus régulière et aux marchés de consolider leur offre. Dans ce cas, la dynamique interne crée un amortisseur suffisamment robuste pour que les tensions régionales n'empêchent pas l'expansion de la stabilité. La logique serait alors cumulative. À chaque famille revenue s'ajoute un maillon nouveau de normalité. Le troisième scénario, moins favorable, repose sur la possibilité que les menaces frontalières perturbent les zones reconquises. Une série d'incidents pourrait ralentir le retour des familles, fragiliser les marchés ou forcer les unités civiles à se redéployer.
Les villages les plus isolés deviendraient particulièrement vulnérables, car leur stabilisation repose sur une présence continue et une vigilance soutenue. Malgré cela, la structure actuelle offre des amortisseurs non négligeables. Les communautés qui se sont réorganisées au cours des dernières années possèdent une capacité de résistance plus élevée qu'au début du conflit, notamment grâce à la réactivation progressive des services essentiels. Face à ces trois trajectoires possibles, une seule posture éthique, analytique reste valable. Raisonner en termes de conditions plutôt que de certitudes. Lorsque la stabilité dépend d'une multitude de gestes locaux répétés, ce ne sont pas les prévisions qui comptent, mais les éléments qui permettent à ces gestes d'exister. Et c'est là que se dessinera la suite. Pour celui qui observe le Burkina Faso à distance, les images qui parviennent d'un pays longtemps meurtri peuvent sembler abstraites. Pourtant, les changements décrits dans les villages libérés renvoient à quelque chose de profondément universel, le moment où une communauté décide que la peur ne gouvernera plus ses gestes quotidiens. Cette transition parle à quiconque a déjà connu un environnement fragilisé, même sans l'intensité du Sahel. Elle rappelle que la sécurité n'est jamais un concept théorique, mais une expérience vécue, sensible, presque intime. Pour celui qui se sent directement concerné par les mécanismes institutionnels, l'évolution burkinabé offre un autre point d'appui. La reconstruction repose sur des systèmes cohérents qui relient sécurité, services essentiels et initiatives locales. L'intérêt réside moins dans les opérations militaires que dans la manière dont les villages transforment ces opérations en routines vivables. Les marchés rouvrent, les puits fonctionnent, les écoles reprennent. À partir de là, la réflexion glisse naturellement vers une interrogation plus large sur ce qui rend un État réellement présent. Non la force qu'il déploie, mais la fiabilité des gestes qu'il permet. Pour celui qui demeure sceptique, la question de fond ne porte pas sur l'adhésion ou le rejet, mais sur la possibilité d'observer les faits sans filtre préalable. Les habitants qui témoignent ne parlent pas d'idéologie. Ils parlent d'eau, d'école, de bétail, de routes praticables. Leur perspective rappelle que les sociétés ne se relèvent jamais grâce à des concepts lointains, mais grâce à la continuité patiente des actes élémentaires. À travers ces trois angles, une même idée se détache. Lorsque le quotidien cesse d'être une lutte de survie, tout le reste devient de nouveau envisageable. La trajectoire qui se dessine au Burkina Faso exige une méthode lisible, articulée autour de gestes précis qui transforment la stabilité en cadre durable. Le premier axe concerne la consolidation sécuritaire. Les bataillons rapides continuent d'ouvrir les couloirs essentiels, mais la clé réside dans la présence prolongée des unités civiles qui prennent le relais. Ce sont elles qui garantissent que chaque zone libérée reste habitable, car leur mandat s'inscrit dans la durée plutôt que dans l'urgence. Leur efficacité se mesure à la régularité des marchés, au retour des élèves et à la mobilité retrouvée des femmes vers les puits. Le deuxième axe s'appuie sur la reconstruction des systèmes vitaux. Les puits doivent rester fonctionnels, les écoles doivent maintenir leurs horaires, les routes doivent demeurer praticables. Les villages qui ont retrouvé une normalité partielle montrent que ces trois éléments constituent la base d'une stabilité vérifiable. Le suivi repose sur des observations continues, fréquentation scolaire, ouverture de stands, réapparition des déplacements non escortés. Le troisième axe concerne l'articulation entre institutions et communautés. Ibrahim Traoré défend depuis 2022 l'idée que la paix n'existe que lorsqu'elle est pratiquée chaque jour. Cette approche nécessite que les habitants deviennent coproducteurs de la stabilité, notamment grâce à l'implication des aînés, des artisans et des enseignants dans la remise en route des espaces publics. L'impact se mesure par la diminution des zones désertées et par la réactivation des échanges locaux. Enfin, un quatrième axe se dessine,
celui de la résilience sociale. Lorsque les familles rapatriées s'installent de nouveau, elles créent une inertie positive qui rend plus difficile le retour à la violence. Leur présence devient la preuve que le territoire respire. Et cette respiration, si elle s'étend, finira par devenir un socle. Dans les villages où la poussière retombe doucement après des années d'incertitude, les gestes simples redeviennent les véritables repères. La femme qui avait rouvert son étal à boulet du Mouhoun évoqué plus tôt raconte maintenant que le bruit du marché ressemble à une promesse tenue. Le professeur, qui avait vu ses élèves disparaître un à un, explique que les cahiers ouverts sur les tables roussies valent mieux que n'importe quel slogan. Ces détails modestes composent une mosaïque qui dit plus que de longues déclarations. Dans cette trame vessidaine, l'action d'Ibrahim Traoré prend un sens particulier. Elle n'apparaît pas comme une figure isolée, mais comme une impulsion qui permet à ses gestes de persister. Les habitants ne parlent pas de théorie. Ils parlent de puces fonctionnelles, d'écoles éclairées par la lumière du matin, d'animaux qui paissent là où la peur dominait. Lorsque ces fragments du quotidien se rassemblent, ils deviennent un motif unique, celui d'une terre qui recommence à croire en elle-même. Ce qui se déroule aujourd'hui au Burkina Faso ne relève ni du spectaculaire ni du discours grandiloquent. C'est un mouvement discret porté par des villages qui se réorganisent, par des familles qui décident de rentrer et par des gestes qui recomposent un tissu social longtemps mis à nu. Cette reconstruction, parfois lente, invite quiconque observe à dépasser les cadres habituels pour regarder la valeur des actions répétées. Un puits qui coule sans escorte, un marché qui respire, une école qui rouvre au lever du soleil. Si ces fragments attirent votre attention, c'est parce qu'ils rappellent quelque chose de familier. Les communautés, où qu'elles se trouvent, se relèvent toujours lorsqu'elles reprennent la maîtrise de leur quotidien. Partager, discuter, questionner ces trajectoires n'est pas un acte de curiosité distante, mais une manière de reconnaître ce que ces voix locales essaient de transmettre. Alors, si cette histoire vous parle, suivez-la, parlez-en autour de vous, ouvrez l'espace du dialogue.